Monsieur, vous avez dit que seule la Commission européenne, le gouvernement, avait le droit de proposer des lois. Donc nous, citoyens, on sert à quoi? Si ce n'est que pour voter pour une personne qui va juste accepter ou non des lois déjà proposées. En fait, la question étant tellement fondamentale que je vais répondre d'abord à celle-là avant de faire un tour. À la fois, elle m'interpelle et pleine de réalisme. Donc, je crois qu'il faut savoir dans quelle logique démocratique on est. Et c'est vrai au niveau européen, c'est vrai au niveau d'un pays, c'est vrai au niveau d'une ville. Parce que ce que tu dis est vrai aussi au niveau d'une ville. Tu vas voter, tu vas aller voter pour élire un conseil communal, et puis ce sont les conseillers communaux qui vont décider qui va gérer, c'est-à-dire qui sera bourgmestre et cheval, qui donc va gérer au quotidien. Les conseillers vont accepter, modifier, proposer des choses. Et puis, 6 ans après, on reviendra vers toi pour voir si tu es content ou pas content de la gestion des personnes qui ont géré et de ceux qui se proposent de gérer demain. Donc, ici, on n'est quand même pas très loin de cela. C'est un système démocratique. Il y a d'autres systèmes démocratiques. Et il y a aussi la démocratie directe, où c'est tout le monde qui décide de tout, ça veut dire qu'il ne décide jamais de rien. Donc, je crois que c'est impossible de dire, si on prend le cas de l'Erstal, il y a 40 000 habitants, et sur chaque décision, on demande aux 40 000 ce qu'ils veulent. C'est impossible. Donc, je crois qu'il faut accepter qu'il y ait une délégation à des personnes en qui on a confiance à un moment déterminé, et puis qui peut-être perdent la confiance. Et il faut attendre l'échéance pour constater qu'on a perdu la confiance. Donc ça, je crois que c'est une question fondamentale. Quel système voulons-nous? Est-ce que sur certains thèmes, il faut avoir une consultation populaire? Tout ça, c'est de l'organisation de la démocratie. Et je crois que la démocratie représentative par une élection et un mandat de confiance que l'on donne pendant X années à des élus est le seul système qui peut fonctionner. Et donc ça, c'est d'abord la question, je veux dire, de base et fondamentale. Maintenant, par rapport à l'Europe, je pense en effet que le problème, c'est que ceux qui sont choisis par la population, les parlementaires, n'ont pas la capacité juridique actuelle de dire nous sommes sur les 750, j'arrondis, 380, un peu plus que la moitié, d'accord sur un texte, on dépose le texte, on vote le texte, et ça c'est la volonté de la population européenne. On n'a pas cette capacité-là. Et ça, c'est un problème. Au niveau d'un conseil communal, il y a cette possibilité-là de dire, il y a, ici au niveau de l'Erstal, 33 conseillers. S'il y en a 17 qui se mettent d'accord sur un thème, ben, ils peuvent faire avancer ce thème. Là, au niveau européen, si la Commission ne prend pas l'initiative et la Commission n'est pas élue, et c'est là le problème du déficit démocratique. Ce n'est pas le fait qu'il y ait un mandat pendant X années, c'est que le parlementaire qui a le mandat de la population, moi je suis là avec 90 000 personnes qui ont voté pour moi. Mais je ne sais pas dire à un moment donné, monsieur de la commission, madame de la commission, c'est ça que vous devez faire avancer. Je peux le dire
je peux en parler, je peux essayer de convaincre, mais je n'ai pas le pouvoir d'initiative de déposer un texte. Il y a un élément d'avancée qu'il faut malgré tout avoir à l'esprit, c'est à la fois la possibilité d'une initiative citoyenne. Je pense qu'il faut 1 million de signatures, c'est une forme de super pétition, mais la Commission n'est pas encore obligée de la suivre. Ça permet de donner un rôle un peu permanent aux citoyens, mais il faut l'avoir, 1 million de signatures. Donc voilà un peu dans le système dans lequel on est. Donc moi je crois qu'il faut vraiment pouvoir avancer, et dans la prochaine réforme de l'organisation de l'Europe, c'est-à-dire le prochain traité qui sera voté, négocié, quand, je ne sais pas, parce qu'il faut qu'on soit mûr pour le faire, et tout c'est un processus très compliqué, il faut que l'on puisse renforcer le rôle du Parlement, c'est-à-dire le rôle des représentants de la population. Et donc, voilà, donc je nuance un peu ton propos qui est un peu interpellant, mais tu as raison pour dire qu'il faut que la voix donnée par le citoyen ait plus de poids, même si ce n'est pas un rôle permanent, parce que c'est impossible à gérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'abord, est-ce que ça répond à ta question? Oui. Ça alimente ta réflexion. Ça prouve que c'est injuste. Et c'est pas encore parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, mademoiselle, vous avez envie de poser une question? Voilà. Donc voilà, j'ai remarqué dans le graphique du budget de l'Union européenne, c'est ça, qu'il y avait plus de pourcentage du budget dédié à l'administration qu'à la défense des pays, et j'aimerais savoir comprendre pourquoi, parce que je pense que la défense des pays est beaucoup plus importante qu'une administration de l'Union européenne. Donc, par rapport à cette question, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 6% du budget consacré aux institutions, c'est-à-dire à la Commission, au Conseil, au Parlement, aux différents fonctionnaires, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, à la Banque centrale européenne, c'est beaucoup d'institutions. Et donc il y a 6% consacrés à cela, 6% de 140 milliards, et on arrondit, ce qui veut dire qu'il y a environ 8 milliards consacrés, ce qui est énorme, 8 milliards. Il devrait y avoir beaucoup de choses avec 8 milliards. Donc c'est beaucoup. Donc il y a 8 milliards consacrés au fonctionnement de toutes ces institutions. Je crois qu'il ne faut pas le prendre en termes de montant brut, mais en termes relatifs. Je pense que 6%, et on est à la recherche, et je crois que c'est normal, c'est important, à la recherche de limiter les dépenses, de ne pas avoir de dépenses inutiles. Et c'est pour ça qu'il y a notamment toute la réflexion sur les 2 sièges et plutôt ramener un siège unique. Il y a toute la réflexion par rapport au nombre de fonctionnaires, par rapport au barème des fonctionnaires. Il y a toute une série de... par rapport aux frais accessoires, toute une série de réflexions. Et donc, je crois que 6%, il y a peut-être moyen de descendre à 5,5, mais je crois qu'il n'y a pas moyen de descendre à 2, parce qu'alors on ne donne pas les outils aux institutions pour pouvoir bien fonctionner et avoir un rôle démocratique, parce que c'est quand même des institutions qui résultent de textes qui ont été décidés et de fonctionnement de structures à caractère démocratique. Alors, est-ce que c'est normal qu'il y ait plus pour l'administration que pour la défense des pays? Et on peut prendre d'autres postes aussi budgétaires qui sont, et je l'ai un peu évoqué, trop peu fournis en termes de pourcentage. Et là, je crois que tu as raison. Tu as raison que la défense des pays, donc la politique commune de défense, la politique commune au niveau des relations étrangères,
mais aussi la politique commune en termes industriels, la politique commune en matière sociale. Toutes ces matières-là, elles sont sous-financées. Et donc je pense que ce qu'il faut, c'est pouvoir augmenter le budget européen. Et si on augmente le budget européen, les 6% de l'administration, ils vont diminuer en termes de pourcents, parce qu'il ne faudra pas beaucoup plus de fonctionnaires, et donc en termes relatifs, il va diminuer. Mais on pourra consacrer plus de pourcents pour les autres politiques. Et c'est pourquoi je crois vraiment qu'il doit y avoir au niveau européen un renforcement du budget. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le budget européen aujourd'hui, comment est-ce qu'il est alimenté? Le budget européen, il est alimenté par des contributions des États. Et on dit, la Belgique, elle doit donner autant. La France, autant. L'Allemagne, autant. Voilà. En synthèse, c'est ça. Tous les pays, autant. Et autant, c'est lié à leur richesse créée, aux négociations qu'ils ont pu avoir entre eux par rapport à qu'est-ce que je contribue pour être toujours dans le bazar, étant de... C'est toutes sortes de négociations qui font qu'on arrive à des pourcentages, des montants que chacun doit verser dans la corbeille commune. Et je crois que ça, c'est un des freins les plus importants à la construction européenne. Car chaque fois qu'on imagine au niveau européen, notamment au niveau du Parlement, une nouvelle politique, une nouvelle dépense, et notamment, par exemple, tout ce qui est la politique de lutte contre le chômage, de lutte contre le chômage des jeunes, de lutte contre la pauvreté, cela nécessite des moyens complémentaires. Mais les États, ils disent, écoutez, nous on donne déjà assez, et plus on donne, plus on aura des difficultés de faire notre budget à nous, et donc on ne veut pas. Alors, si par contre, l'Europe avait ses ressources propres, pour reprendre l'expression utilisée, l'expression technique, c'est-à-dire si l'Europe avait notamment ses impôts, ou la part de certains impôts qui venaient directement au niveau européen, il y aurait une capacité d'augmenter les budgets des unes ou des autres politiques. Ça permettrait aussi d'être plus indépendant vis-à-vis des pays. Et c'est pourquoi, notamment au niveau européen, on se bat au niveau du Parlement pour la taxe sur les transactions financières, c'est-à-dire une taxe sur les spéculations, en disant cette taxe sur les spéculations, elle doit venir dans la corbeille européenne. Et donc, tous les spéculateurs devraient, malheureusement on n'y est pas, contribuer au budget européen. Ça permettrait ainsi d'augmenter le budget européen et de diminuer la dépendance au niveau des États. Mais il y a d'autres taxes. Il faudrait qu'une partie plus importante de la TVA, qu'une partie de l'impôt des sociétés. Ça ne veut pas dire des taxes nouvelles pour les citoyens, parce qu'ils n'aiment déjà pas l'Europe. Si en plus on leur dit à cause de l'Europe, vous devez payer plus de taxes, ça n'ira pas. Mais si on dit il y a une partie de vos taxes qui vont directement pour l'Europe et pour des politiques ainsi permettant d'augmenter, d'améliorer l'intégration européenne et les politiques européennes, je pense que ça peut passer, surtout si on dit notamment que les banques et les spéculateurs, qui sont notamment à la base de la crise financière, doivent contribuer au budget européen. Et ça permettrait ainsi d'augmenter certains pourcentages que tu trouves trop faibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 15h30, c'est jusqu'à 16h. 25 minutes, on va être ici. De questions. J'ai une question. Ah, Pas de micro, je pense que ma voix porte assez. Est-ce que le système... attention, ne m'ennuyez pas. Non, pas du tout, là. Mais c'est parce que comme j'ai mes élèves ici, qu'il y a des élèves de 5e avec qui je vois le nationalisme et les élèves de 6e avec qui je vois l'Union européenne justement pour le moment, est-ce que le fonctionnement de l'Union européenne, ou plutôt son dysfonctionnement, ou en tout cas son manque de représentativité démocratique, n'est pas à la base d'un repli nationaliste et un repli identitaire un peu partout en Europe? Et que l'Union... Mais ils ont l'habitude de ne pas comprendre ce que je dis.
simplement, est-ce que l'Europe, l'Union européenne, ne sert pas de bouc émissaire pour les partis nationalistes ou d'extrême droite et qu'elle prête justement un peu trop bien le flanc aussi? Merci pour la question. Donc, ce qui est clair en tout cas, c'est qu'on est dans une logique de plus en plus importante de repli sur soi et de critique de l'euro et d'euroscepticisme, comme on dit. Et je crains d'ailleurs, et on est beaucoup à le craindre, que lors des prochaines élections, les élections du 25 mai prochain pour le Parlement européen, on constate qu'il y ait de plus en plus d'élus, qu'il y ait de plus en plus d'élus de partis anti-européens qui arrivent au Parlement et qui risquent alors de bloquer le fonctionnement positif du Parlement. Et alors on constate ça pourquoi? Plusieurs interprétations. Je crois que on a tendance à critiquer l'euro et à alimenter cette image négative de l'Europe. Et je le disais encore hier, dans une conférence hier soir, on contribue tous un peu à ça, en disant c'est à cause de l'Europe. C'est à cause de l'Europe qu'il y a moins de moyens. C'est à cause de l'Europe qu'on ne peut pas faire ceci. Parfois à juste titre, parfois de manière tout à fait fausse. Mais c'est tellement facile de dire c'est à cause de l'autre. Donc ça c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que je pense que l'Europe, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ne fonctionne pas bien. Et donc on a raison de dire qu'il faudrait la changer. Mais est-ce que la changer, c'est la détruire? Est-ce que la changer, c'est dire on serait mieux, nous Belgique, toute seule? Ben, je pense que c'est impossible. Je pense que ça n'a vraiment aucun sens. Hier, dans le débat auquel je participais, il y avait notamment le président du gouvernement de la communauté germanophone qui est proche de l'Allemagne et qui disait que même l'Allemagne toute seule ne pourrait pas s'en sortir. J'étais content de l'entendre dire de sa bouche, parce que je pense la même chose. Même l'Allemagne qui est considérée comme la première puissance économique au niveau européen, est toute seule, face aux autres régions du monde, face, si elle se retrouvait toute seule, aux autres pays européens, mais face aux autres régions du monde, que ce soit la Russie, l'Asie, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Japon, que ce soit des pays émergents de l'Amérique du Sud ou d'ailleurs, c'est impossible. C'est impossible. Et je pense qu'avec nos 500 millions d'habitants, c'est déjà pas trop. Mais il faudrait qu'on soit plus intégrés, plus unis, qu'on travaille plus dans la même direction et qu'on essaye d'augmenter le niveau de vie de certaines régions plus en difficulté au niveau européen et ainsi créer une autre dynamique européenne. Et donc, je crois que le repli sur soi prôné par certains partis, et je ne sais pas s'il faut dire certains partis nationalistes, certains partis d'extrême droite, certains partis qui en tout cas ne sont pas pour la vie ensemble, qui ne sont pas pour la construction d'une solidarité entre les citoyens. Et ça, on constate que ça existe dans de nombreux pays, et que comme nous vivons pour le moment un moment de crise important, et dont on peut parler des origines, des causes, des effets, des mauvaises décisions de l'Europe, parce qu'elle n'est pas mûre pour bien décider, puisque chacun a peur de prendre une décision qui fasse ses habitants par rapport aux autres, bon, voilà. Et donc, cet immobilisme européen, ces institutions non abouties, et à cause de tout ça, on rejette le modèle européen. Je crois que
il ne faut pas mélanger les causes, les imperfections et la remise en question du modèle et du projet. Il ne faut pas, comme est-ce qu'on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on risque de faire. Et plus on va dans cette direction-là, plus on remet en cause le système européen, et plus il sera mauvais, évidemment. Moins il fonctionnera bien. Voilà, monsieur le professeur, ce que j'ai à dire. Merci, monsieur le député. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est monsieur le préfet. Pas passer le nom. Donc, je voudrais juste rebondir sur la première intervention qui soulignait la frustration que peuvent éprouver certains députés face au fait qu'ils sont en attente des directives et des propositions qui émanent de la Commission. Et cela peut peut-être contribuer à rendre l'Europe plus lointaine, bien sûr, de ce qu'est la vie dans la ville, dans la région et puis dans le pays où nous vivons. Est-ce qu'au niveau européen, l'on développe, et si oui, lesquelles, des stratégies justement pour augmenter ce sens de l'appartenance? Parce que je pense que pour pouvoir s'investir dans quelque chose et croire en quelque chose, il faut se dire qu'on est un membre à part entière de ce système et qu'on peut y contribuer et aussi développer le sens de l'identité. Car je pense que si on interroge les élèves et qu'on leur dit, vous sentez-vous d'abord wallon, belge, italien, marocain ou européen, je pense que la première qui dirait je suis avant tout européen, on n'en est pas encore là. Comment donc développer? Existe-t-il des stratégies? Réfléchit-on à cela pour développer l'identité et faire en sorte que la jeunesse d'aujourd'hui, qui est, je le disais tout à l'heure, l'avenir de demain, croit en l'Europe. La deuxième chose, c'est que dans le même ordre d'idées, même quand des propositions arrivent au Parlement, je suis sûr que nos élèves ont déjà entendu parler au JT de ce qu'on appelle des lobbies, c'est-à-dire des groupes de pression. Par exemple, on dit qu'il y a le lobby de la cigarette et qu'il faut en sorte que lorsque l'on pourrait, par des directives, stigmatiser le danger de l'utilisation de la cigarette, certains lobbies font en sorte que des députés puissent aller à l'encontre de ces directives. Et ça vaut aussi dans le domaine alimentaire. Le citoyen se trouve parfois dépourvu, mais d'un autre côté, on a parfois tendance à diaboliser les choses. Alors, lobby, info ou intox, c'est ma deuxième question. Merci, monsieur le préfet. Deux questions fondamentales. Commencez par la deuxième, qui est à la limite plus simple que la première. Les lobbies. Donc les lobbies existent. Les lobbies, c'est un fait. Je serais tenté de dire que c'est un fait partout. Pas rien qu'au Parlement européen, pas rien que dans les institutions européennes. Il y a des groupes de personnes, des associations, des entreprises, des secteurs d'activité qui viennent expliquer aux décideurs les tenants aboutissants de des intérêts dont ils sont porteurs. Et je crois que nous avons besoin, nous décideurs, d'être bien informés. Et je pense que qui peut notamment nous informer, nous sensibiliser par rapport aux effets que pourrait avoir telle ou telle décision, ce sont les acteurs, les usagers, ceux qui vont en fin de compte ressentir les effets de telle ou telle décision. Alors, les lobbies, ils sont de type multiple. Tu citais par exemple le lobby de la cigarette. Là, c'est un lobby économique et commercial. Il peut y avoir le lobby de l'armement.
là, on est déjà plus mal pris. Il peut y avoir des lobbies de défense des animaux, des défense des consommateurs de tel type. Il y a dans les lobbies le syndicat, par exemple. C'est la défense des intérêts des travailleurs. Il peut y avoir, et j'ai notamment été au début de la législature chargé d'un rapport sur l'avis du Parlement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Et bien, dans le cadre de ce rapport, j'ai été en contact avec toute une série d'associations, que ce soit les banques alimentaires, que ce soit l'association de lutte contre la pauvreté, que ce soit différentes associations, notamment de lutte contre le sans-abrisme. Ce sont des associations qui, finalement, quand elles viennent me trouver, ont un travail de lobbyeur. Ils veulent défendre ce qu'ils pensent être la bonne thèse pour défendre les intérêts des personnes qu'ils représentent. Donc c'est ça le lobby. Ce qu'il faut évidemment, c'est que le parlementaire, et le parlementaire, c'est une chose. Il y a le fonctionnaire, il y a le commissaire, il y a c'est à différents niveaux de pouvoir, c'est dans les différentes institutions. Hein. Ce n'est pas toujours en touchant le parlementaire que l'on influence de manière saine ou malsaine, nécessairement, le plus directement la décision. Parfois, le collaborateur, pas le collaborateur du parlementaire, mais le collaborateur du commissaire, qui peut ainsi rédiger la directive un peu autrement. Hein, donc il faut aussi être attentif à ça. Mais si on vient expliquer et que nous on est à l'écoute, je pense qu'on remplit notre mission. Si par contre on se fait acheter, ça c'est autre chose. Et c'est là évidemment que le risque de dérive existe. Et on a eu des cas, mais il y a des cas dans toutes les institutions, et c'est pas parce qu'il y a quelques cas au niveau du Parlement européen qu'il faut dire que l'institution est mauvaise. Mais c'est vrai qu'il y a des parlementaires qui se faisaient payer pour déposer, défendre et faire passer certains amendements. Là, évidemment, on est dans la dérive, on est dans le délit. Hein. Et on ne retient du lobby que cet élément-là. Et je crois que là, mais ça mérite qu'on en parle, parce que ça ternit l'image de l'Europe, et qu'on parle de l'Europe et des lobbies plus là qu'ailleurs, mais le lobby existe partout, et si dans certains pays, il y a certaines décisions qui n'avancent pas sur notamment la taxe sur les transactions financières, c'est parce que le poids des banques et des spéculateurs est important, et qu'il y a des menaces peut-être, au-delà d'acheter à travers des cadeaux et avantages divers, il y a aussi la menace de quitter, de délocaliser, des effets pervers de telle ou telle décision. Et je crois qu'il vaut mieux de le savoir avant que la décision soit prise. Et donc, tout ça est un équilibre à trouver, suivant des règles de bonne conduite qui doivent être claires et transparentes. Je crois que c'est comme ça que l'on combattra les effets pervers des lobbies. Par rapport à l'autre question, augmenter le sens de l'appartenance, de l'identité européenne. Je crois que c'est une nécessité. Je crois qu'il n'y a pas encore, pour le moment, beaucoup de fierté d'être européen. Et beaucoup d'éléments d'identification. Il y a un peu l'euro. L'euro contribue un peu. Ça devient maintenant, me semble-t-il, une évidence. On fait partie de l'Europe, on a l'euro, il y a déjà un élément de rapprochement. Il y a la suppression des frontières. C'est pas généralisé, mais c'est un élément où on facilite la mobilité, et je crois que l'échange entre les étudiants, l'échange entre les peuples, entre les travailleurs, faciliter cette mobilité peut aussi contribuer à se sentir plus facilement européen. Je prends un exemple, ma fille étudie à Maastricht, elle y côtoie
des étudiants venant d'Allemagne, venant par définition des Pays-Bas, venant de Belgique, venant d'ailleurs, quand on côtoie de manière régulière des personnes, des étudiants, des jeunes venant d'ailleurs, on se sent plus proche. Et je crois donc que l'échange, notamment au niveau des étudiants, que ce soit à travers Erasmus, que ce soit à travers d'autres échanges, peut favoriser cet élément d'identification et de construction et finalement de sentir qu'on appartient à une même dynamique et à un même ensemble. Il y a alors, me semble-t-il aussi, l'importance d'avoir quelqu'un qui représente l'Europe. Et pour le moment, et vous l'avez vu tout à l'heure, et j'ai un peu simplifié les affaires, les institutions, elles sont trop compliquées. Parce que qui est, entre guillemets, le chef de l'Europe? Quand on dit qui est le chef des États-Unis, on dit tout de suite Obama. C'est dans la pratique plus compliqué que ça. Il représente les États-Unis. Qui est le chef de l'Europe? Il n'y en a aucun qui l'est vraiment. Ce n'est pas Van Rompuy, ce n'est pas Barroso, ce n'est pas Martin Schulz, ce n'est pas le président, pour le moment, Premier ministre grec. C'est un peu tout ça. Ce n'est pas Ashton au niveau des relations internationales. C'est un peu tout ça. N'est-ce pas un peu finalement Merkel qui est la plus représentative de l'Europe, de la voix européenne, alors qu'elle n'a rien à voir dans les institutions européennes. Et donc ça, c'est un problème. Et moi, je crois qu'il faudra arriver un jour à des institutions plus claires, et pourquoi pas à la désignation par le suffrage universel, par le vote des citoyens, du président de l'Europe. Pourquoi pas? Je crois que ça serait peut-être l'occasion de s'identifier lors d'une campagne électorale incarnée par 3, 4, 5 personnes, et d'avoir un vrai débat, et d'avoir là une vraie identification, et d'avoir un message plus clair, je vais dire clair, mais plus clair. Je crois que c'est un élément aussi. Et enfin, le dernier élément, je crois que c'est la communication, l'explication de nos institutions. Et en cela, je vous remercie, je vous félicite de l'organisation de cet après-midi. Je crois que c'est en parlant d'Europe que l'on permettra ainsi aux uns et aux autres de mieux comprendre, de moins rejeter et de plus s'identifier à l'Europe. Voilà, Monsieur le Préfet. Je vous remercie. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'était le mot de la fin? Ben, je pense effectivement que les applaudissements prouvent quelque chose, c'est qu'il y a une volonté quand même et un souhait des jeunes d'être intégrés dans l'Europe et que cette Europe, elle a quelque chose. Et c'est comme toujours. Le fait est que ce soit dans l'enseignement ou dans la politique, il y a un fait qui demeure, c'est que si on ne donne pas du sens à ce qu'on fait, que ce soit dans son boulot de politique, de politicien ou d'enseignant, si pour vous, le travail du député ou la leçon que votre enseignant vous donne n'a aucun sens, eh bien le message ne passe pas. Et ici, je pense que le message est passé. Je vous remercie pour votre attention parce qu'un vendredi après-midi, c'est pas évident. Je suis persuadé que vous êtes aujourd'hui un peu plus européen que vous l'étiez ce matin. Et je vous invite surtout à continuer tout au long de votre cheminement à être curieux et à considérer la vie comme toujours un champ d'apprentissage et de curiosité qui vous permet d'être encore plus proche de celui qu'on est. Et je voudrais qu'on termine en remerciant et en applaudissant M. Dardenne, notre député, pour mettre sa présence à nous.